Delphine Gouteux, hypnose, relaxation énergétique. Je vous reçois désormais à Quimper, au 14 rue Amiral Cosmao. Vous pouvez me joindre également à partir de mon site internet pour des rendez-vous en visioconférence. Aujourd'hui, cette petite vidéo, pour tous ceux qui ont l'habitude d'écouter les vidéos que je propose, et je parle bien d'écouter, c'est-à-dire que, effectivement, il y a des gens qui ont l'habitude de venir me consulter et qui utilisent les vidéos que je propose comme étant des supports pour travailler sur eux-mêmes, comme étant des exercices. Et puis il y en a d'autres qui finalement utilisent ces vidéos comme ils utilisent n'importe quelle autre vidéo de YouTube comme étant un support d'apprentissage. Dans ce que je propose, finalement, il y a peu de choses à apprendre. Il y a peu de connaissances qui sont transmises, peu d'informations. Vous allez surtout trouver le moyen d'expérimenter quelque chose. On a parfois l'impression que lorsque l'on écoute quelque chose, on l'expérimente. Je vais essayer de vous expliquer la différence qu'il y a entre deux. Si vous allez dans un restaurant, que vous commandez un plat nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas, vous allez goûter ce plat. Peut-être effectivement vous n'allez pas savoir ni de quoi il est composé exactement, ni comment il a été préparé. Mais vous avez fait une réelle expérience. Vous savez si vous aimez ce plat ou non. Si vous faites une expérience complètement différente, qui est d'ouvrir un livre de cuisine et de lire une recette, peut-être là effectivement vous allez connaître les ingrédients, vous allez connaître le mode opératoire pour préparer la recette, mais au final vous n'avez fait aucune expérience. Vous n'avez que des connaissances. Vous ne savez toujours pas si le plat est bon ou mauvais pour vous. Alors comme moi j'aime bien la cuisine, je vais vous proposer une recette aujourd'hui. C'est une recette de compote. On est en mi-septembre, c'est la bonne époque. Donc pour faire la compote, le mieux c'est effectivement trouver des pommes à compote, donc des pommes qui sont tombées, un peu abîmées. Elles vont être souvent un peu plus sucrées, un peu plus mûres que les autres, et puis allez, c'est toute la pratique de la compote, on va dire. Il faut éplucher les fruits et puis enlever les parties qui sont abîmées. Alors jusque là vous avez à peu près tous fait cette expérience de éplucher une pomme, de la couper, de la manger, éventuellement la faire cuire. Dans ma recette de compote, qu'est-ce qui va changer? Finalement, cette recette de compote, elle va être faite à partir de pommes, puisqu'on parle de compote de pommes. Et on va aller rajouter des ingrédients inhabituels. Moi, ce que je vous propose d'aller rajouter dans cette compote, c'est une préparation très complexe, que vous aurez éventuellement préparée à l'avance, qui s'appelle du bouillon de poulet. Donc pour faire le bouillon de poulet, il faut un poulet, et puis même de préférence une carcasse de poulet. Vous allez rajouter des légumes, vous allez rajouter des herbes, peut-être même vous allez faire cuire les pommes avec la carcasse de poulet pendant longtemps. Alors commencez par faire cuire la carcasse
allez, 40 minutes, 1 heure, 1 h 30. Et vous rajoutez vos pommes à la fin, une vingtaine de minutes. Et pour faire votre compote de pommes, vous prenez les pommes et du bouillon de poulet. Alors là, effectivement, pour beaucoup de personnes, la recette, elle peut paraître simple, elle peut paraître compliquée, selon votre expérience en cuisine. Mais le goût, ce que ça va donner en termes de résultats, finalement, pour beaucoup, pour la majorité, ça reste un mystère. Il faut avoir goûté la recette. Et à l'idée de cette recette, il peut y avoir plusieurs réactions. Il y aura des gens qui vont faire « c'est dégueulasse, du bouillon de poule dans la compote, ça... » Voilà, c'est non, voilà, ça va. C'est contre nature, on va dire, pour certains. Il y en a d'autres pour lesquels la recette va pouvoir être quelque chose d'intéressant. Ah oui, du bouillon de poule, ils ont peut-être été un peu formés ou eu des informations, des expériences concernant la diététique que l'on peut faire à partir de bouillons, qui vont être des préparations qui vont venir aller réparer la paroi intestinale. Et donc l'idée du bouillon de poule avec les pommes, ils vont en avoir fait non pas une expérience forcément gustative, mais une expérience qui va être de bien-être après digestif. Et cette expérience-là est une expérience aussi intéressante. Donc il y a des gens pour qui cette recette de compote de pommes bouillon de poule, ça va être passionnant. Une découverte, une révélation. Et puis, il y a des gens qui ne s'intéressent absolument pas à la cuisine, qui ne comprennent pas de quoi je viens parler là. Finalement, ils ne mangent sans savoir, sans faire d'expérience, sans ressentir ce qu'ils mangent. Ils mangent parce qu'il faut manger, parce que c'est une habitude, une activité culturelle. Et donc là, pour ces personnes-là, peu importe ce qu'il y a dans l'assiette, finalement, ce qui va être important, c'est qu'il y ait cessation de la sensation de faim. Il y a sûrement un tas d'autres réactions à cette recette. Moi, je vous conseille personnellement de rajouter la cannelle, je préfère. Pourquoi je vous parle de cuisine aujourd'hui ? Parce que finalement, c'est le parallèle le plus simple que j'ai pu trouver entre le fait de pouvoir faire quelque chose, avoir une expérience réelle de ce qui se passe pour vous, et un apprentissage, une connaissance qui serait purement intellectuelle. Donc la majorité des vidéos que je propose, ce que je vous propose, c'est réellement une expérience. Pour cela, effectivement, vous allez trouver des consignes au fur et à mesure de la vidéo. Le rythme des vidéos est très lent. Je suppose que pour les gens qui sont juste dans l'écoute, les temps de silence, c'est fort ennuyeux. Et puis au final, on n'apprend rien. Effectivement, il n'y a rien à apprendre. Il n'y a aucune connaissance à avoir. Quand vous avez été au restaurant et que vous avez goûté un plat inconnu, vous ne savez rien de plus, si ce n'est que vous savez que vous aimez ou vous n'aimez pas ce plat. Vous savez que vous avez envie d'en remanger un autre jour, de revenir dans ce restaurant, ou au contraire, l'expérience a été désagréable, et vous vous dites je ne remettrai pas les pieds là, ou je ne le reprendrai plus. Donc la seule chose que vous allez finalement apprendre, c'est quelque chose sur vous-même. Les connaissances qui seraient valables à l'extérieur, elles sont superflues dans ce cadre-là. C'est pas parce que vos compagnons de table apprécient le plat que vous allez forcément l'apprécier. Bien que
c'est vrai que quand on voit quelqu'un se régaler à manger quelque chose en face de nous, nos neurones miroirs vont nous pousser à essayer de faire la même expérience, en se disant si c'est agréable pour l'autre, il y a de fortes chances que ce soit agréable pour moi. Mais ça peut être totalement différent. Marcette aussi, elle va créer des réactions différentes en fonction de votre origine culturelle, en fonction de vos propres expériences, de choses auxquelles vous pouvez vous rapporter des expériences similaires. Vos habitudes alimentaires, bien sûr. À partir de là, vous allez déjà avoir un a priori sur le fait que cette compote puisse être agréable ou désagréable. Et cet a priori, eh bien, il va venir changer le goût de la compote dans votre bouche. Donc quand on suit les vidéos en sachant ce qui se passe dans la vidéo, ce qui va advenir dans la vidéo, en sachant avant l'expérience de quoi va être fait l'expérience, ça vient modifier l'expérience. Ça peut être intéressant de refaire plusieurs fois de suite l'expérience avec la même vidéo et se dire qu'est-ce que ça vient changer? Ça vient changer plusieurs choses, ça vient changer que vous avez déjà fait l'expérience, donc pour une part, votre cerveau a enregistré l'expérience, donc il ne va plus être aussi attentif, il va préférer, par souci d'économie d'énergie, se souvenir de l'expérience passée, c'est-à-dire se remémorer ce qui s'est passé la fois d'avant, plutôt que d'expérimenter à nouveau. Donc vous allez passer à côté d'une partie de l'expérience. Il y a une partie pour laquelle vous savez ce que va être la suite de l'expérience. Donc vous pouvez, d'une certaine manière, anticiper ce qui arrive. Avec de la peur ou une attente plus forte, un désir plus fort. Donc ça va venir aussi modifier l'expérience. Il y a un certain nombre de paramètres qui fait que votre connaissance, votre savoir, ce que vous avez appris, non pas de l'expérience, mais aussi de l'apprentissage, va venir interférer sur l'expérience. Donc elle peut être différente, et en théorie elle est différente à chaque fois que vous refaites l'expérience, vous resuivez la même vidéo. Ça peut s'approfondir d'un côté, ça peut être complètement différent à chaque fois. Voilà, pour la vidéo du jour, ça c'était un peu les préalables. Maintenant je vous propose réellement d'expérimenter quelque chose, parce que l'idée c'est quand même non pas de savoir par la connaissance, qui est un savoir que l'on rencontre dans notre culture occidentale. Notre culture occidentale, alors, on fait une transmission de savoir de façon théorique, et c'est nécessaire de passer par la théorie avant de passer à l'expérimentation. Dans d'autres cultures, en particulier la majorité des cultures asiatiques, l'expérimentation est première au savoir. C'est-à-dire que par l'expérimentation, on va pouvoir avoir une connaissance qui va être incorporée. Non pas une connaissance théorique, mais une connaissance qui va être incorporée dans le corps, donc beaucoup plus intuitive, moins pensée, mais plus ressentie, plus en profondeur. Et cette connaissance, dans la mesure où elle n'est pas figée, puisque c'est un ressenti, elle va pouvoir de cette façon mieux s'adapter à toutes sortes d'environnements, à toutes sortes de modifications de l'environnement dans laquelle elle a lieu. Voilà, donc aujourd'hui,
eh ben, je vous propose soit de vous installer confortablement assis sur une chaise, sur un zafou, sur un coussin, peu importe. Dans la mesure du possible, restez sans appuyer votre dos sur un dossier. Mais si c'est plus facile, si c'est plus confortable pour vous, si c'est moins douloureux, vous pouvez quand même prendre appui sur le dossier, bien sûr. Et dans ce cadre-là, trouvez également un appui pour votre tête. Vous pouvez également faire l'expérience en étant complètement allongé. Si c'est les premières fois pour vous que vous faites ce genre d'expérience, de manière à ce que les choses soient mieux ressenties, faites-le les yeux fermés, hein, dans une présence à vous-même où vous pouvez vous couper largement de l'extérieur en fermant les yeux. Quand on est dans notre quotidien, tous les jours, finalement les yeux, le regard, c'est ce qui nous permet de regarder ce qui est devant nous, c'est-à-dire ce qui va advenir, la direction vers quoi on se dirige, et c'est très lié à l'avenir, c'est très lié à la peur. Donc quand on va fermer les yeux, on va avoir cette idée de faire un pas en arrière par rapport à cette peur et de revenir, de se réincorporer dans le corps. Évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir avoir les yeux ouverts et d'être incorporé, mais au départ, c'est difficile, c'est compliqué. Donc, si vous avez l'habitude de faire des exercices, faites-les avec les yeux entrouverts, laissez juste passer la lumière, les couleurs, les formes, sans avoir besoin de voir quelque chose de très, très distant. Si pour vous c'est compliqué, fermez simplement les yeux et à travers vos yeux fermés, vous allez pouvoir voir des couleurs, vous allez pouvoir voir des formes, vous allez pouvoir voir un tas de choses de façon un peu indistincte. La première chose qui se passe quand on s'installe confortablement, et là vous voyez je vais changer le rythme de parole parce que finalement on rentre dans l'exercice et ça va vous donner le temps d'être présent à vous-même. Moi je suis juste une voix de fond, je suis juste quelque chose qui va vous permettre finalement de vous guider dans l'expérience et d'y rester suffisamment longtemps pour qu'il se passe quelque chose. C'est une espèce de contrainte et c'est plus simple quand la contrainte vient de l'extérieur que si c'est vous qui vous contraignez parce que ça crée une tension en plus quand on se contraint soi-même. On est obligé de se surveiller. Quand la contrainte vient de l'extérieur, on a juste à se laisser porter. Donc revenez aux sensations qui sont présentes pour vous quand vous êtes installé comme ça, avec les yeux fermés ou avec les yeux entrouverts. Ça peut être confortable, ça peut être inconfortable, ça peut être agréable, désagréable. Vous pouvez être encore plongé dans vos pensées, dans tout ce qu'on vient de dire, tout ce que ça a apporté, a amené comme réflexion pour vous. Vous pouvez être déjà dans votre respiration, dans votre sensation corporelle, dans la perception de vos points d'appui. Et vous ne faites rien, juste être là, juste être présent, juste être dans cette expérimentation du ne rien faire. Lorsqu'on ne fait rien, on peut être envahi par les pensées. On peut être
envahi par les émotions. On peut être envahi par les sensations corporelles. Mais c'est toujours difficile de fixer son attention sur les sensations corporelles. Pourtant, c'est là que c'est intéressant. Quand on est dans les sensations corporelles, on est réellement incorporé, on est réellement dans l'instant présent. Le corps, lui, est vivant. Il va toujours vous donner des informations qui concernent l'instant présent. Ce qu'il en est de lui-même à l'instant présent. Alors bien sûr, dans ces sensations, il peut y avoir aussi des mémoires. Mais quand ces mémoires sont toujours présentes, c'est qu'il y a toujours problème. Il a effacé tout le reste. Alors sans chercher d'où vient ce qu'est exactement cette sensation, ces multiples sensations présentes, laissez-les simplement vous traverser, laissez votre corps les ressentir, sans plus vous préoccuper de ce qui se passe. Antonio Damasio a écrit un super petit livre qui s'appelle Sentir, savoir. C'est-à-dire que quand votre corps sent, ressent ce qui se passe, lui sait ce qui se passe. Même si c'est difficile pour vous d'aller formuler mentalement ce qui arrive. Lorsque vous laissez votre attention posée dans le corps, votre corps a toute votre attention. Pour lui, c'est une forme d'énergie. Il a cette disponibilité d'énergie qui lui permet de ressentir, qui lui permet de savoir dans quel état il est, ce qui se passe pour lui. C'est un langage qu'il utilise, un langage qu'il utilise avec lui-même. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le corps a-t-il besoin de se parler? Lorsque nous pensons, nous nous parlons bien à nous-mêmes. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de penser? Eh bien, le corps, lui, va penser, ou du moins, il va se ressentir, être présent à lui-même par ses sensations. De la même manière que notre mental a besoin des pensées pour exister, notre corps a besoin des sensations pour exister, pour se définir, se redéfinir, et pour agir là où il y a besoin d'agir. Que les sensations soient agréables ou désagréables, finalement ça n'a aucune importance. De la même manière que nous utilisons plutôt nos pensées pour résoudre des problèmes, des difficultés, plutôt que de passer notre temps à penser des choses agréables. Nous préférons tous des histoires où il se passe quelque chose, où il y a un suspense, une action, un problème, que des histoires où il ne se passe rien, où tout va bien. De la même manière, le corps préfère qu'il y ait des sensations qui posent problème, dans lesquelles il y a des difficultés. Ça lui permet d'agir, ça lui permet de savoir ce qu'il y a à faire. Bien sûr, il ne s'agit en aucun cas de créer de la douleur.
ça n'a rien de masochisme. De la même manière que lorsque nous réfléchissons pour résoudre un problème, nous ne réfléchissons pas pour créer des problèmes. Les sensations qui sont présentes, vous ne faites rien, vous laissez juste votre corps les ressentir. Sa façon bien à lui d'être présent, de savoir, d'agir. Et vous ne faites rien, vous laissez juste faire ce qu'il y a à faire. La principale difficulté, ce sera de laisser ce corps faire ce qu'il y a à faire. Lorsque nous ressentons quelque chose, le mental lui aussi veut entrer dans le jeu. Et je prends le jeu dans les deux sens du terme, J-E et J-E-U. Le mental lui aussi veut résoudre le problème. Comme quoi, il aime aussi les problèmes. Et pourtant, dans ce cadre-là, il est totalement incompétent. Il n'a aucune faculté pour le faire. Il s'agit qu'il reste modeste. Qu'il accepte de passer dans un second plan. Il y a des problèmes qui sont faciles à résoudre avec le mental. Il y a des problèmes qui sont faciles à résoudre avec le corps. Au départ, comme nous sommes enfants, tout petits, nous avons l'habitude de laisser le corps résoudre les problèmes. Et puis quand il faut passer au mental pour résoudre les problèmes, nous avons des difficultés. Une preuve toute simple. Quand vous avez appris à compter, vous avez appris à compter sur vos doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Pour faire les additions, vous avez utilisé vos doigts. Vous êtes passé par le corps. Et puis après, votre mental a pris l'habitude, il a pris le relais. Et il y a des opérations qui sont simples à faire avec les doigts. Mais finalement, c'est assez limité. Lorsqu'il s'agit de résoudre les problèmes du corps, c'est la même chose. Le mental est assez limité. Et il y a des choses que l'on peut résoudre par le mental, bien sûr. Mais le mental est aussi limité pour résoudre les problèmes du corps, que le corps est limité pour faire des mathématiques. Alors vous ne faites rien. Juste être présent au corps, juste ressentir. Juste faire cette expérience. Qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'il ne se passe rien? Et cela a un parfum, un goût différent pour chacun. C'est une expérience unique. Différente à chaque fois qu'on la renouvelle. Différente pour chaque personne. C'est parfois difficile de laisser son attention posée sur le corps.
Parce que finalement la réflexion du mental, c'est que il ne se passe rien lorsqu'on ne fait rien. Mais ça c'est réellement une réflexion mentale. C'est comme si le corps pouvait dire il ne se passe rien lorsqu'on réfléchit, puisque le corps est immobilisé et que la tête pense. En réalité, il se passe une multitude de choses, une infinité de choses. Il s'agit juste de régler la focale, il s'agit juste de régler votre attention à ce qui est présent. Lorsqu'on commence, le plus simple, c'est de poser son attention sur ce qui est en mouvement. Cela peut être la respiration. Ça peut être des émotions aussi, qui sont ressenties avec le corps. Éventuellement même, cela peut être des pensées, à condition de cesser de vous identifier aux pensées. Juste laisser les idées vous traverser la tête, sans y prêter aucune attention particulière. Si vous avez l'habitude de la pratique, vous pouvez élargir votre conscience. Ressentir les sensations corporelles, émotionnelles, les pensées en même temps. Lorsqu'on élargit son attention, ça devient plus flou. On peut avoir une multitude de petits détails. Une infinité de petits détails. Ressentir même des choses absolument minuscules. Mais c'est comme un bouquet de fleurs. On regarde l'ensemble, sans voir aucun détail. Et pourtant tous les détails sont là. Une des premières habitudes à faire, à prendre lorsqu'on fait cet exercice, c'est d'apprendre à poser, à fixer son attention sur quelque chose en particulier, sur les sensations corporelles. Une des premières expériences que l'on peut faire, c'est que on réalise que notre attention est très volage. Elle passe d'un truc à l'autre, sans cesse. Encore plus quand nous sommes dans notre mental. Poser son attention. Fixer son attention sur quelque chose de particulier. Cela permet déjà de calmer un rythme à l'intérieur.
de se poser. Une deuxième expérience que l'on peut faire assez rapidement, c'est de s'apercevoir de la relation que l'on entretient avec soi-même. De l'ambiance dans laquelle on réalise cet exercice, du degré d'exigence que l'on a vis-à-vis de soi-même, de la façon dont on s'oblige ou même on se parle avec soi-même. Ça peut être avec beaucoup de mépris, avec beaucoup de violence. Ça peut être avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance. Ça peut être dans une certaine indifférence. Là encore, l'expérience est différente pour chacun. Notre petite voix intérieure peut nous crier à l'oreille notre nullité, nous susurrer quelque chose, crier victoire. Vous ne faites rien, juste prendre conscience de cette part de vous-même qui ne participe pas à l'expérience, mais qui observe, qui critique. Cette critique peut être portée sur vous-même ou sur l'expérience en elle-même. C'est nul ce truc, j'arrête là. Juste observer ce qui se passe pour vous. C'est une expérience différente pour chacun. L'expérience peut être aussi positive. C'est génial cet exercice. Waouh, je m'étais jamais rendu compte. J'avais jamais pris conscience de cette part de moi-même qui observe le reste. Et puisque nous avons joué avec notre attention, nous pouvons poser notre attention sur l'existence de cette voix, de ce regard. Pour certains, c'est juste un regard ou même une ambiance. Et nous pouvons aussi détourner notre attention sur autre chose, en laissant cette voix, ce regard, cette ambiance dans une part plus à l'ombre, sans chercher à rejeter ce qui est là, sans chercher à faire disparaître, ça fait partie de nous. Mais simplement expérimenter la façon dont nous pouvons avoir une liberté par rapport à ce regard,
à cette voix intérieure, la distance qu'il peut y avoir, ou l'absence de distance. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la fois rien du tout et beaucoup. Énormément peut-être même. Vous pouvez bien sûr refaire cet exercice plusieurs fois. Sûrement, vous allez le vivre différemment à chaque fois. Peut-être vous pouvez en retirer une forme de vérité qui vous est propre, une connaissance de vous-même. La répétition de l'expérience est également intéressante parce qu'elle nous permet de nous apercevoir que nous n'avons aucune stabilité. Le fait que ce soit différent à chaque fois nous permet de comprendre que finalement nous sommes différents à chaque fois. Nous sommes quelqu'un d'autre à chaque fois. Nous nous ressentons différemment. Nous nous percevons différemment. Que l'expérience présente entre en interaction avec les expériences passées, les éventuelles expériences à venir. Parce que on sait déjà si on va renouveler ou non l'expérience. Vous avez remarqué? Quelque chose a déjà pris la décision dans votre tête. Qui est... Qu'est-ce que ce quelque chose? Voilà, c'était la vidéo du jour. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, un SMS, ou vous rendre sur mon site internet www.delphinegoutteux.fr. Je vous remercie, à bientôt.